Bonjour à tous, où que vous soyez, et merci d'être venu à ce webinaire très très important. Alors son objectif, comme vous le savez, est de vous présenter, et notamment au PEM, au MSP, eh bien ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet. Nous assistons à la mise en place et à la généralisation de ce concept de planification de l'espace marin et maritime dans tous les pays. Évidemment, la COI a joué un rôle tout à fait fondamental auprès de différents pays. Nous avons assuré une aide, un soutien technique. Et puis, l'environnement international est assez propice parce qu'il assure la promotion de la planification océanique, océanographique, juste pour vous rappeler les recommandations du panel sur les océans durables à la fin des années 20 et qui demandait aux pays de plus coopérer sur les questions de planification de l'espace. Alors ce webinaire, aujourd'hui, il s'adresse aux autorités étatiques, aux praticiens, mais en plus, eh bien, nous savons que la planification de l'espace maritime et marin implique la société civile également, les représentants de l'industrie, de la recherche. Nous avons besoin absolument de toutes les parties prenantes pour étayer la mise en place de ces projets. Comme je l'ai dit, la COI, depuis 15 ans, apporte son soutien à cette planification dans le monde entier, mais depuis 2018, eh bien, l'initiative mondiale MSP, PEM, et notamment le soutien fourni par la Commission européenne, nous a grandement aidé à généraliser ce soutien, et notamment dans le cadre du projet mondial MSP, avec un accent mis au niveau régional Pacifique du Sud-Est et Méditerranée occidentale. Aujourd'hui, nous allons entendre parler de ces projets dans ces deux régions, comment ils sont avancés, comment est-ce que les outils ont permis de concevoir une sorte de vision commune de la façon dont on peut intégrer ces questions. Donc notre objectif, c'est de vous faire part de ce qui se passe, notamment dans les coulisses, un certain nombre de rapports techniques, et puis nous avons cet outil de cartographie narrative. Vous allez entendre tous ceux qui ont œuvré, encore une fois, dans les coulisses, à un niveau technique, mais également les experts régionaux, nationaux qui ont apporté leur contribution à l'élaboration de ces outils et de ces produits. C'est un effort absolument commun, il faut absolument le souligner. Alors ce que nous voulons également, c'est souligner le rôle des points focaux nationaux dans ces projets, qui ont été essentiels, qui nous ont aidés à recueillir toutes les données, toutes les informations dont nous avions besoin pour élaborer ces produits. Ça n'a pas été facile parce que le partage de données, notamment océanographiques, le partage et la diffusion d'informations, ce n'est pas toujours très très efficace, mais nous avons quand même réussi, dans le cadre de MSP Global, nous avons pu avoir un véritable échange d'informations. Ce travail montre l'intérêt de la présentation de rapports. Ça permet de recueillir des informations, de les compiler, de les analyser, surtout au niveau des bassins. Surtout à ce stade préliminaire où nous sommes en train d'essayer de définir les conditions de base, les références, quelle est la demande sociale, comprendre la cartographie des différents utilisateurs et notamment des conflits entre les différents utilisateurs. C'est une réalité et que nous essayons d'aborder et nous essayons justement de prévenir ou d'atténuer ces conflits. Donc cet outil va servir à communiquer et notamment à communiquer les résultats. Ce MSP ou CPEM est un processus très très complexe, parfois lourd, parfois ce n'est pas facile d'expliquer l'avantage de la planification de l'espace à des non-spécialistes. Alors ces outils justement de storytelling ou de cartographie narrative permettent d'être une bonne vitrine pour ceux qui ne sont pas spécialistes.
Donc je pense que du côté de la COI, nous allons continuer à soutenir cet aspect. Et je voudrais souligner également qu'au-delà des rapports techniques et des outils, eh bien, le projet MSP Global, au niveau de la formulation des politiques, essaie d'inciter les pays à travailler ensemble pour élaborer une vision commune de ce que doit devenir cette planification de l'espace maritime, euh, notamment en ce qui concerne la gestion transfrontalière et notamment dans le Pacifique du Sud-Est. Et donc nous avons à cet égard rédigé un certain nombre de recommandations régionales pour les 2 sites pilotes. Et j'espère que ça va représenter une plateforme pour mieux collaborer à l'avenir et pour promouvoir ce projet. Alors ce projet, il est voué à se généraliser et à se transformer. Donc nous aimerions que ceci puisse inspirer d'autres régions pour qu'elles puissent également s'engager dans une planification de l'espace, dans un véritable dialogue, et nous allons continuer à œuvrer dans cette voie. Ça fait partie de notre mandat institutionnel. Et puis c'est très important de comprendre les besoins parce que c'est un processus ascendant et il est indispensable que les pays y participent pour que nous puissions les aider à notre tour. Donc tout ceci, évidemment, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route MSP qui a été lancée en 2017 par la Commission européenne et la COI. Alors nous arrivons à la fin du premier cycle et nous allons bien sûr continuer cette coopération avec notamment les partenaires européens pour promouvoir la PEM et notamment en 2022, eh bien, nous avons l'intention de lancer un 2e cycle de cette feuille de route. Et ça va orienter tous nos efforts et j'espère que ça va pouvoir nous aider à aider les pays dans leurs efforts. Voilà ce que je pouvais dire pour commencer. J'espère que ce webinaire vous intéressera, que vous y apprendrez beaucoup de choses et je vous laisse entre les mains de l'équipe des experts. Merci beaucoup. Bonjour, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Merci Aya de nous avoir présenté. C'est un honneur et un plaisir que d'être avec vous. Merci de nous avoir invités à prendre part à cet événement qui me semble très intéressant. Donc, je serai bref. Alors tout d'abord, je vais vous dire 2 mots sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons à Randby. Ensuite, nous allons essayer de vous expliquer ce qu'est un storytelling, une cartographie narrative, et à quoi cela sert, quels sont ses avantages. Et bien sûr, nous allons peut-être plus nous concentrer sur les défis, mais également les possibilités que cela ouvre. Et puis, à la fin, je dirai quelques mots sur les enseignements que nous pouvons tirer déjà de la mise en place de ce projet. Alors, Randby, c'est une petite entreprise de consultants. Nous sommes situés à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Nous travaillons surtout sur ce que vous voyez ici à l'écran, sciences liées aux données et visualisation, donc intelligence artificielle, apprentissage machine, analyse de données. Mais tout cela, pourquoi? Eh bien, pour l'élaboration de politiques environnementales et socio-économiques. Depuis 5-6 ans à peu près maintenant, eh bien, nous avons travaillé avec différentes organisations au niveau national et international. Vous voyez ici un certain nombre de ces organisations à l'écran, notamment ESPON de la Commission européenne. Et là, nous avons élaboré des outils pour la visualisation de données, mais pour l'analyse, pour le calcul d'un certain nombre d'indicateurs spatiaux. Le ECMWF, Centre européen
pour la météorologie liée avec le service sur les changements climatiques Copernicus. Là aussi, nous avons conçu un outil similaire de storytelling, grâce notamment à l'apprentissage machine, pour essayer de voir comment le changement climatique a un impact sur les flux migratoires. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu différent. Nous avons travaillé également pour l'Agence de protection de l'environnement en Irlande. Nous avons également travaillé, bien sûr, avec la COI de l'UNESCO. Alors, nous aidons surtout ces organisations à essayer d'analyser les données que l'on peut recueillir, et puis à partir de ces données, nous essayons de construire un récit, donc le storytelling. Et c'est bien de ce genre d'outils dont on parle aujourd'hui. Alors d'abord, l'idée, qu'est-ce que c'est que le storytelling et qu'est-ce que c'est que la cartographie narrative? Peut-être je vous proposerai cette définition. C'est une définition du réseau national de storytelling. Alors, le cartographie narrative, il s'agit de l'art interactif, d'utiliser les mots et les actions pour révéler les éléments et les images par le biais d'une histoire, tout en encourageant l'auditoire à imaginer, à imaginer, à libérer un petit peu leurs émotions, à associer leurs émotions quand ils lisent justement ces rapports techniques, scientifiques. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui peut être très très puissant et très intéressant. Donc d'après nous, quels sont les avantages de ces histoires? Eh bien, vous prenez des notions très très complexes et puis vous en faites quelque chose de tout à fait lisible. Et puis, ça permet également de beaucoup mieux communiquer des messages scientifiques ou techniques, la planification maritime. Bon, ça peut être très très complexe. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de travail que nous avons fait pour les services de changement climatique Copernicus. Donc, outil de visualisation des données. Et c'est lié à l'analyse des flux migratoires. Donc, à gauche, vous voyez la carte du couvert végétal en Europe et en Afrique, et vous voyez le changement de végétation, et vous voyez ici les changements liés à la migration des oiseaux et le lien avec la couverture végétale. Et ça peut susciter des émotions parce que les utilisateurs réagissent, s'impliquent, ont des associations d'images, et puis ça leur permet également de s'impliquer. Donc c'est beaucoup plus que toute une simple communication froide et austère. Donc pour revenir à l'outil MSP Global. Donc nous avons essayé de résumer un certain nombre de défis et de possibilités liés à ce type de démarche pour vos projets, pour mieux communiquer les résultats de vos projets ou de vos publications scientifiques. Parce que, encore une fois, ça peut être appliqué à un grand nombre de résultats et d'études. Donc comme je l'ai dit, donc, il y a eu différents rapports techniques qui ont été diffusés dans le cadre de MSP Global, donc projet pilote Méditerranée occidentale et Pacifique du Sud. La première chose que nous ayons fait, en collaboration très très étroite avec l'UNESCO, différents experts de la COI, eh bien, c'était d'identifier les messages clés, les sujets principaux qui émergent de ces rapports, ensuite les traduire dans une langue claire, concise. Ça, c'était la première chose, c'était la première étape. Et quand vous voulez élaborer un outil de narration, je pense que c'est très très important. Donc, message clé. Deuxième étape, et ça, nous pourrions le conseiller pour d'autres, c'est d'essayer de structurer le message, l'information que vous voulez présenter avec des titres, des sections, des sous-sections pour que la narration soit
attractif pour pas qu'il n'y ait des petits paragraphes ou des phrases comme ça un petit peu éparpillées n'importe comment. Non, il faut qu'il y ait une véritable structure. Et si vous voulez et que les utilisateurs puissent vraiment s'approprier ces résultats pour qu'il y ait une véritable diffusion, il faut absolument que cet outil soit multilingue. Donc ici, pour le MSP Global, eh bien, nous avons 4 langues. Et j'ai marqué dont l'arabe, parce que ça a été un des défis techniques. Et parce que l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche, et donc d'un point de vue technique, c'était un petit souci. Donc il fallait absolument trouver une solution pour ce type d'outil. Donc d'un point de vue technique, pour la conception de ces outils narratifs, le gros du travail, c'est le formatage, le peaufinage, le nettoyage des données pour que ça puisse bien être intégré dans l'outil. Donc, si vous envisagez la mise en place d'un tel outil, eh bien, sachez que cette phase-là prendra pas mal de temps dans votre projet. D'après notre expérience, dans ces différents outils, eh bien, c'est à peu près 70%. 70% du temps, c'est consacré à l'analyse des données, à leur nettoyage, à leur peaufinage. Et ensuite, lorsque vous voulez exposer ces données, eh bien, il y a différents niveaux de zoom, si vous voulez. Différents symboles, différentes clusters, différents marqueurs, différents indicateurs sur la carte. Et puis, gros travail graphique, bien sûr. Alors évidemment, il y avait un site web MSP Global, donc toutes les couleurs, etc., doivent correspondre lorsque l'on conçoit un outil supplémentaire. Les couleurs, lorsque vous avez des cartes thématiques, il faut que les couleurs correspondent. En général, ça parle de soi, donc c'est pour cela que l'expertise thématique est tout à fait fondamentale lorsque l'on choisit les couleurs. Alors, ce qui est absolument indispensable aujourd'hui, c'est que cette application soit conviviale, elle soit facile à utiliser, qu'elle soit facile à utiliser notamment sur les tablettes, sur les iPhones. Et bon, comme l'écran est petit, il faut penser à ça, hein, notamment sur les smartphones. Donc il ne faut pas qu'on ait besoin de faire défiler à l'infini les pages ou les images. Et donc il faut peut-être réfléchir à différents types d'interfaces avec entre l'écran et les utilisateurs. Donc ça c'est pas forcément très facile. Donc quels sont les enseignements que nous avons tirés? Ici, le plus important, c'est la collaboration. La collaboration, c'est fondamental pour concevoir un outil narratif. Et l'interaction avec l'UNESCO, avec la COI, et avec toute cette équipe a été absolument fantastique. Et sans cette collaboration, bon, impossible d'élaborer un outil. Pensez à tous les experts, à toutes les parties prenantes, à tous ceux qui sont impliqués. Derrière ces rapports qu'a mentionné Julian, eh bien, du point de vue de Randby, les graphistes, les spécialistes du web, etc., eh bien, tout ça, ça fait partie d'une équipe multidisciplinaire qui est bien gérée, où il y a une communication très fluide pour concevoir un tel outil. Autre enseignement à tirer, c'est les prototypes. À Randby, nous pensons que la construction de prototypes est tout à fait fondamentale pour nos clients. Ici, pour MSP Global, ça a été très important d'avoir dès le premier jour une véritable interaction. Nous avions des discussions avec la COI sur l'interface utilisateur, sur la façon dont les cartes devront être
affichés, devront être montrés. Ça, c'est très, très important. Et si vous attendez la fin, et si vous attendez les retours uniquement à la fin, ça sera très, très difficile de prendre en compte toutes les remarques, etc. Donc, je pense que les prototypes, c'est tout à fait fondamental. Alors, ici, il faut travailler au debugging qui est tout à fait fondamental. Donc, d'abord veiller à ce qu'il n'y ait pas de faute de frappe, et que l'application fonctionne très très bien sur différents appareils, sur différents moteurs de recherche. Donc il faut tenir compte dès le premier jour des différents problèmes techniques, des différents bugs qui peuvent survenir ici ou là. Donc, dès le début. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc ça a été encore une fois un grand, grand plaisir de travailler au nom de Runby sur ce projet. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous pour partager avec vous les résultats clés de notre projet pilote. Alors sans rentrer dans les détails, nous sommes ici pour vous présenter les différentes composantes de l'outil et vous encourager donc à découvrir davantage. Cet outil est multilingue et vous avez toujours une description quand vous cliquez ici à gauche. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le projet pilote MSP Global en Méditerranée de l'Ouest, vous voyez l'objectif est d'encourager le dialogue et la coopération entre ces pays et pour le développement d'une économie durable dans la zone. L'interprète précise que le son est extrêmement mauvais et fait donc de son mieux, mais ne peut assurer une interprétation exhaustive. La mer Méditerranée est l'une des plus grandes mers semi-fermées et l'un des premiers points chauds de la biodiversité au monde. Et il y a de nombreuses espèces emblématiques vivant dans cette zone. Il y a des efforts de conservation qui ont été déployés par différentes entités. Vous avez ici les zones IEPSA, il y a de très nombreuses mesures de conservation qui sont mises en œuvre. Il y a donc des modes de vie traditionnels qui ont pu être développés dans la zone. Vous avez ici la marina de la Camargue, qui est la plus grande en Europe, la deuxième la plus grande en Europe et une des plus grandes dans le monde. Vous voyez donc toutes les installations de la marina de la Camargue. Et vous pouvez aussi obtenir davantage de détails en cliquant ici à droite. Vous avez des informations sur les différents secteurs d'activité. Vous voyez que ces activités existent déjà depuis très longtemps dans la zone, comme par exemple les... Vous voyez la tendance pour ce qui... Vous voyez la tendance pour ce qui est des volumes de poissons capturés, donc les prises. Vous avez également la production nationale par pays. Vous voyez donc la part de l'Espagne qui est bien devant l'ensemble des pays. Quand on revient sur la carte, on peut avoir des informations sur les zones d'aquaculture. Alors, on peut avancer et passer au secteur de l'énergie. Les réserves, donc,
en pétrole représente environ 4,6% des réserves mondiales. Il y a également d'énergies renouvelables telles que l'énergie marémotrice. Il y a d'ailleurs des parcs d'énergie qui sont développés. Il y en a plusieurs, notamment dans le détroit de Messina en Italie. Il y a des projets qui en sont en cours et vous pouvez donc continuer à cliquer et à obtenir davantage d'informations. Alors, on peut passer maintenant au transport maritime et au port. La mer Méditerranée est une des mers les plus actives, enfin, les plus riches en activité. Il y a environ 15% de l'activité de navigation du monde qui se passe dans la Méditerranée. Il y a 10% des containers qui passent par la Méditerranée, plus de 200 milliers de passagers. Vous avez ici donc des informations sur le détroit et vous pouvez cliquer aussi ici pour avoir des rapports beaucoup plus techniques sur avoir toutes les données, par exemple, sur le nombre de passagers qui circulent dans la Méditerranée. Alors, pour ce qui est du tourisme, il est bien connu que la Méditerranée est l'une des premières destinations touristiques au monde. Elle représente environ un tiers du tourisme mondial. C'est donc un acteur majeur sur la scène du tourisme qui contribue de manière importante aux économies nationales. Alors, vous voyez ici les tendances générales en matière de tourisme. Pour ce qui est, alors là, c'est le nombre d'arrivées de touristes dans les 7 pays. Et on peut donc zoomer et avoir plus d'informations. Vous cliquez ici, tout simplement. Ici, on peut zoomer encore un petit peu plus. Et on peut faire des comparaisons, par exemple, entre les différentes parts. Donc, si vous allez dessus, vous voyez donc le nombre total d'arrivées de touristes, 400 000, enfin par pays, à Malte par exemple, ou dans d'autres. Donc vous pouvez comparer. Et puis en cliquant sur la croix, vous retrouvez la carte d'origine. Donc c'est simplement pour vous montrer que vous pouvez explorer en fait cet outil et retrouver toutes les données qui s'y trouvent. Alors, pour ce qui est de l'extraction minière sous-marine dans la mer Méditerranée, alors ça, c'est un secteur émergent et représente une véritable source de préoccupation dans la région, notamment les munitions qui reposent sur les fonds marins, qui sont une véritable source de préoccupation dans la région. Alors, grâce à la combinaison des données spatiales, on arrive donc à ce type de carte. On peut donc identifier donc les niveaux de pression accumulés sur les différentes zones. Vous voyez donc pression élevée en rouge et les pressions qui s'exercent sur les rives sud de la Méditerranée eh bien, semblent plus faibles, mais c'est également dû au manque de données disponibles. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, voilà donc des informations sur les conflits entre l'environnement et l'utilisation que l'on fait de la zone. Donc ça, c'est lié au trafic maritime. Il y a une multiplication d'utilisation, c'est lié donc à la circulation marine ainsi que l'abondance de réserves. C'est ce que l'on peut observer ici en rouge. Et ça, c'est une source de préoccupation, notamment pour ce qui est de la survie de nombreuses espèces. Alors, les conflits entre différents usages, donc les zones maritimes protégées, les zones d'activité maritime, vous voyez donc où est-ce qu'on est en situation de conflit.
Et on peut aussi avoir, en cliquant ici, des informations sur les conflits entre les zones protégées, les zones marines protégées et l'exploitation offshore du pétrole et du gaz. Mais il n'y a pas que des conflits dans cette zone. Il y a également des usages multiples. Il y a, vous voyez dans certains pays, une combinaison d'activités, pêcherie, tourisme. Et il y a des projets qui ont été mis en œuvre dans plusieurs pays. Alors, si on passe maintenant au scénario, alors pour le bassin méditerranéen, il y a 3 scénarios qui ont été développés pour illustrer donc l'évolution future du bassin d'ici 2030 et pour contribuer à identifier la bonne orientation du développement futur. Donc, vous voyez déjà ce qui a été développé. Il y a le premier scénario qui est le scénario tendance, c'est-à-dire il s'agit simplement de poursuivre les tendances actuelles sans qu'il y ait d'intervention intégrée. Donc, d'après ce scénario, d'ici 2030, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation des conflits entre usages et des conflits entre usages et environnement, notamment dans les zones où il y a le plus d'activités dans la Méditerranée, par exemple autour du détroit de Gibraltar. Si l'on passe maintenant au deuxième scénario donc fondé avant tout sur la conservation, eh bien, on part du principe donc que les zones écologiques et biologiques seront protégées de manière efficace et élargie. Et donc, l'impact des activités sur l'environnement a été réduit au minimum. Il y a par exemple le développement de voies navigables et de développement de nouvelles activités fondées sur la durabilité écologique, par exemple le développement de pêcherie et d'aquaculture durable. Alors, pour ce qui est du scénario intégré, donc dans ce scénario, où partons du principe qu'il y a une planification et une gestion intégrée du bassin, cette gestion et cette planification donc, ont été mises en œuvre au niveau transfrontalier, à savoir que des MSP ont été développés dans chaque pays et qu'il y ait une véritable cohérence dans l'ensemble du bassin. Dans le cadre de ce scénario, les conflits entre usages et environnement devraient diminuer et les synergies et une coopération entre secteurs maritimes devraient augmenter. Donc, il y a, par exemple, il s'agit de tirer parti des plateformes offshore existantes pour mettre en œuvre des projets d'énergie éolienne sur les côtes de la Sicile ou, par exemple, développer l'énergie éolienne et l'aquaculture dans la zone de Malte. Donc, le développement d'une économie bleue durable dans l'ouest de la Méditerranée se fonde sur une gestion transfrontalière intégrée et une planification transfrontalière intégrée, ce qui permettrait de renforcer la santé et la croissance économique de la mer, de sauvegarder le bien-être des communautés et de parvenir à réaliser l'objectif global de protection de 30% des océans mondiaux d'ici 2030. Et alors, tout ce projet a pu être possible grâce au soutien apporté par les différentes parties prenantes et grâce à tous les fournisseurs de données et d'informations. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Aya pour vos mots d'introduction. C'est un véritable plaisir pour moi que d'être parmi vous et vous présenter donc cet outil de cartographie narrative pour le sud-est du Pacifique.
comme vous pouvez le voir, la structure est très proche de celle présentée par Ferdeus. Là encore, l'outil est disponible en 4 langues. Il y a donc les mêmes onglets en haut, vous avez les mêmes légendes, le même type de texte. Vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer. Alors, nous avons développé un pilote pour cette région. Et en 2012, eh bien, il y a eu tout un exercice de cartographie qui a été lancé et nous avons veillé à inclure dans cet exercice les zones côtières. Et c'est ce que vous pouvez voir ici, défini par chaque pays. Donc, vous voyez en Équateur, eh bien, il n'y a que cette partie. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones en fonction des pays. Et puis, on va un petit peu plus loin. Donc, il y a une zone maritime qui est couverte jusqu'à 8 degrés méridien. Pour ce qui est des atouts naturels, la région est très bien connue pour ses mangroves et puis le système fournit de nombreux services écosystémiques. Et c'est ce que vous pouvez voir ici dans la légende. Vous avez les mangroves donc, qui sont en vert. Donc c'est surtout dans cette partie aussi, mais elles traversent la frontière. Et on peut le trouver aussi côté Pérou. Et vous avez donc d'autres ressources naturelles qui sont réparties dans toute la zone. Alors passons aux activités et aux pressions exercées dans la région. Là encore, c'est la même structure. Nous avons des photos d'illustrations. Vous avez ici donc le tourisme à Playas de Villamil en Équateur. Vous avez ici, par exemple, cette photo du Pérou, Cabo Blanco. Il y a beaucoup de bateaux de pêche. Il y a ainsi des plateformes de pétrole et de gaz. Donc, vous voyez, il y a des différents secteurs qui se retrouvent concentrés dans la même zone. Alors, si on passe secteur par secteur en revue, alors pour ce qui est des pêches et de l'aquaculture, eh bien, il y a une forte productivité dans ces eaux. Il y a donc des pêches artisanales et industrielles. Vous avez cette ligne rose qui est la zone de pêche artisanale. Si on zoome, voyons si ça fonctionne. Donc, si vous zoomez, eh bien, vous voyez que les pays ont différentes zones de pêche artisanale. En Équateur, ça va jusqu'à 8000 nautiques. Au Pérou, donc, c'est différent. Et nous avons également des bases de données statistiques. Vous avez par exemple le nombre de bateaux de pêche que l'on peut trouver au large des côtes des 2 pays. Je passe maintenant à l'aquaculture. Donc, c'est surtout de la crevette. Ça, c'est le type d'aquaculture donc qui existe dans cette région. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je souhaiterais en fait que vous soyez piqués de curiosité et que vous alliez explorer cet outil. Le secteur suivant dont j'aimerais vous parler, c'est le secteur de l'énergie offshore, qui est représenté ici. Donc, c'est l'industrie du pétrole et de gaz, et il n'y a pas de renouvelable dans cette région. Donc, ici, dans la légende, vous voyez qu'il y a des blocs de pétrole et gaz. Il y a différentes phases. Des fois, c'est la phase d'exploration, la phase d'évaluation, et vous voyez que c'est côté péruvien qu'il y a la plus forte concentration d'activité. Ici, on peut aussi voir où est-ce qu'il y a les câbles de télécommunication. Il y en a 3 ici.
Et il y en a un qui se divise en deux et qui relie l'Équateur et le Pérou. Alors, quand on passe au secteur suivant, donc transport de marchandises et de voyagers. Donc, vous voyez ici donc, les voies et les ports sont surtout côté Équateur. Donc là, en bleu clair, vous avez le port de Poçora et Porto Bolivar, ainsi que d'autres. Le dernier secteur dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est le tourisme. La diversité des écosystèmes et des animaux eh bien, a stimulé le développement du tourisme. Et donc, en rose, par exemple, nous avons les récifs coralliens. Et alors, j'enlève les cétacés pour que ce soit plus facile à voir. Et quand on a les coraux, on a aussi toutes les activités de plongée sous-marine. Il y a un autre écosystème que l'on peut associer au tourisme. Les plages, il y en a plusieurs tout le long donc, de la côte de ces pays. Et l'on peut ici trouver les symboles, un symbole vert pour montrer là où le surf est une activité touristique importante. Alors, je passe maintenant aux pressions cumulatives, les conflits entre les différents usages. Là encore, il y a une analyse sur la base donc, de la compilation des différentes données. Et vous pouvez voir ici, dans la légende, que lorsque l'on chevauche les différents secteurs que je vous ai présentés auparavant, on a pu identifier donc, des zones de conflit. En rouge et en orange, par exemple, vous voyez où les activités sont le plus concentrées. Et quand on regarde plus dans les détails, si on regarde les conflits entre environnement et usage, et en rouge, par exemple, vous voyez qu'il y a un conflit potentiel entre pétrole, gaz et conservation. Là, c'est une pipeline qui traverse une zone marine protégée. Donc, je vous invite à recliquer sur activité et pression et simplement pour aller voir ce qui se passe précisément à cet endroit. Autre conflit entre environnement et usage, aquaculture et efforts de conservation. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a l'aquaculture côtière dans la région et elle se trouve exactement où se trouvent les mangroves, ce qui est un conflit dans cette région. Alors, pour ce qui est des conflits entre usages, alors là, il s'agit d'une analyse sur la concurrence pour avoir accès aux espaces. Vous avez par exemple ici en rouge, pêche artisanale contre pétrole et gaz. Vous voyez donc ces lignes rouges qui sont des pipelines qui traversent donc les zones de pêche artisanale que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et nous avons aussi des petits points rouges qui représentent les plateformes et les autres équipements qui se trouvent dans les zones de pêche artisanale. Autre exemple de conflit potentiel entre pêche artisanale et pêche industrielle. En Équateur, par exemple, il y a ces deux zones en jaune qui sont utilisées avant tout pour la pêche des crevettes, la pêche industrielle des crevettes, et ces deux zones se trouvent dans les zones de pêche artisanale. Alors, quand on passe aux exemples de synergie, parce qu'il n'y a pas que des conflits, dans cette zone, il y a aussi des synergies. Et j'aimerais vous montrer ici, donc, tourisme et conservation. Alors, comme cela a déjà été dit, c'est un tourisme basé sur la nature. Et puis, en Équateur, il y a aussi une approche tout à fait intéressante. Il y a un certain nombre de concessions qui sont données aux pêcheurs traditionnels de la région. C'est une manière permettant d'utiliser les ressources des mangroves de manière durable. Alors, quand on regarde tout ensemble, on a une
meilleure idée de l'aspect transfrontalier de cette région. Alors, bien entendu, il y a des conflits qui peuvent émerger en fonction des décisions qui sont prises par un pays et qui ont un impact de l'autre côté de la frontière. Ainsi, par exemple, en rouge, je vais vous montrer dans la légende à quoi ça correspond. Juste là. Donc, il y a tous les efforts de prospective pétrole et gaz. Ce sont donc des zones de développement potentiel du pétrole et du gaz. Et vous voyez qu'il y a des zones qui sont très, très proches de la frontière. Et quand on regarde les écosystèmes, il y a des mangroves des deux côtés. Donc, il y a des coraux des deux côtés, entre autres. Et donc, lorsque il y a des objectifs de conservation qui sont identifiés lors de l'élaboration des zones protégées, il faut bien tenir compte donc, de l'interaction entre les différents éléments. Alors, il y a les 3 types de scénarios que Firdaus vous a expliqué pour l'ouest de la Méditerranée. Ça, c'est le scénario sur la base des tendances actuelles. Et dans le cas de ce scénario, on s'attend à ce que les mêmes activités que je vous ai décrites jusque-là, eh bien, seront les principales dans la région encore à l'avenir. Et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de nouveaux secteurs qui se développent dans la région, mais que les secteurs actuels soient développés plus avant. Donc, développement du pétrole et du gaz, on peut s'attendre à ce qu'ils développent dans la région. Et vous pouvez voir là que il y en a aussi dans la zone de pêche artisanale, pour vous donner un exemple. Deuxième scénario, donc basé sur la conservation. Dans ce cas, eh bien, on voit que, que le pétrole et le gaz et qu'il n'y aurait pas de nouveaux développements, mais que les structures existantes sont maintenues. Et à ce moment-là, la priorité est mise sur la conservation et qu'il y a des zones supplémentaires qui sont déclarées comme étant des zones protégées. Et alors, de nouveaux secteurs pourraient émerger s'ils se développent de manière durable, par exemple l'aquaculture offshore. Troisième scénario, c'est le scénario intégré. Eh bien, en regardant les secteurs que j'ai déjà mentionnés, on voit qu'on prend un petit peu aux 2 scénarios précédents. Donc, développement dans une certaine mesure du pétrole et du gaz, mais pas à l'intérieur des zones de pêche artisanale et pas à l'intérieur des nouvelles zones protégées, et celles qui seront donc créées. Donc, pour conclure, les secteurs principaux de cette région représentent des activités traditionnelles, transport maritime, pétrole et gaz et pêche. Et un développement durable et cohérent de ces activités côtières et maritimes est essentiel pour relever les défis émergents en matière sociale, économique et environnementale. Et ici, vous pouvez aussi trouver les différentes institutions en Équateur, au Pérou et les organisations internationales qui ont apporté leur soutien à ce projet pilote. Eh bien, je remercie toutes les parties prenantes qui ont participé, tous ceux qui ont travaillé au sein de l'équipe MSP Global pour développer ce projet pilote.